chers partenaires et membres de la FDNU, chers publics, mesdames et messieurs. Je vous remercie chaleureusement d'être venus à cette deuxième conférence de l'année académique 2025-2026, organisée par notre fédération, ainsi que nos intervenants Anne-Cécile Robert et Bertrand Badi, qui nous soutiennent depuis notre fondation en 2023. Je remercie également la présence de l'association Télé-Sorbonne, qui se charge de l'enregistrement de la conférence, ainsi qu'à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, où nous nous retrouvons aujourd'hui. Pour celles et ceux qui nous découvrent, la Fédération pour la diplomatie et les Nations Unies est une association fédérative qui a une présence à l'échelle nationale, avec une trentaine d'associations et institutions partenaires. Notre mission se résume à la démocratisation et le rapprochement des relations internationales et la diplomatie auprès des jeunes, des étudiants, de jeunes actifs, quelle que soit la formation. Cela passe par de nombreuses activités, telles que des concours d'éloquence, des simulations des Nations Unies et d'autres instances internationales et régionales, les opportunités pour effectuer des recherches et des conférences comme celle d'aujourd'hui. Cette conférence s'inscrit dans un contexte de tension internationale, de montée du doute autour de l'efficacité des institutions internationales, la diminution de la qualité du dialogue, la multiplication de la propagation des informations falsifiées et une tendance à recourir de plus en plus souvent aux conflits armés. L'objectif de notre conférence sur la notion de la paix est l'ouverture d'un dialogue construit et argumenté sur le fondement des ouvrages publiés l'année dernière par nos deux intervenants qui a pour but de revenir aux fondamentaux. On se pose des questions comme qu'est-ce que la géopolitique? Qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que la paix? Nous vivons dans un moment charnière, avec la paix de la post-seconde guerre mondiale qui ne nous est plus assurée. Un sentiment d'insécurité plane à toutes les échelles, mais nous avons toujours notre voix, notre détermination et notre volonté d'éviter tout conflit armé. Ce sont les moyens qui constituent notre première ligne de défense. Que faut-il changer, diminuer ou bien renforcer à toutes les échelles dans l'ordre international pour assurer la paix de demain? Voici l'une des questions à laquelle j'espère que vous vous pencherez tout au long de la conférence et même après. Je laisse donc la parole maintenant à Louise Cambon, membre de la direction politique de la FDNU, qui sera la modératrice de la conférence. Et n'ayez crainte, vous aurez le temps de poser vos questions à la fin. Bonne conférence et merci encore une fois. Alors, pour débuter cette conférence qui a pour thème la paix, Monsieur Bertrand Badi, vous êtes l'auteur de nombreux travaux qui portent sur les relations internationales. Votre dernier ouvrage qui nous intéresse dans le cadre de cette conférence est paru l'année dernière, L'art de la paix après l'art de la guerre selon Sun Tzu, publié chez Flammarion en 2024. Dans cet ouvrage, vous questionnez la paix, de son étymologie à la nécessité de son enseignement. Vous analysez la paix et vous vous concentrez sur les conditions humanistes de sa réalisation. En somme, comment faire en sorte que la paix ne soit pas, pour vous citer, simplement une parenthèse, mais un mode de gouvernance totale. Anne-Cécile Robert, vous avez écrit et publié l'année dernière Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales chez Armand Collin. Vous vous concentrez sur l'enjeu majeur que représentent les organisations internationales. Vous mettez en lumière l'essor de celles-ci au fil de l'histoire en prenant l'exemple le plus représentatif de toutes, l'ONU. Vous mettez surtout en garde contre la grande menace du XXIe siècle, qui est le titre de la seconde partie de votre ouvrage, à savoir les crises auxquelles sont confrontés le multilatéralisme et donc les organisations internationales. Vous avez tous les deux écrit à une période similaire, une période où la paix, notion de vos ouvrages, la notion centrale de vos ouvrages, semble plus que jamais menacée, que ce soit par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, que ce soit par l'invasion par la Russie de l'Ukraine le 24 février 2022, ou encore l'entrée des forces rwandaises au Congo en mars 2022, pour ne citer malheureusement que ces conflits qui se multiplient. Alors, je voulais savoir, et on voulait, je pense, savoir ici, est-ce que ces contextes de crise qui se multiplient à travers le monde vous ont amené à écrire vos ouvrages? Je ne sais pas par qui commencer, peut-être Bertrand Badi. Bon. Alors, vous avez raison de dire tout cela, ça appartient à une séquence de notre histoire, mais il y a un problème de fond.
Et le problème de fond, c'est la pathologie dont souffre notre séquence de modernité politique, celle-là même qui s'est ouverte à la Renaissance avec la construction de l'État-nation. Donc vous voyez, ça fait un certain temps, j'étais même pas né à l'époque, et qui exclut la paix de notre pensée politique. Et de manière tellement forte, tellement grande que nous ne nous en rendons pas compte. Nous ne connaissons pas la paix, nous ne savons pas ce que c'est, mais nous connaissons la guerre. Et pire que ça, toute notre théorie politique et notre théorie de relations internationales repose sur l'idée de guerre. Raymond Aron a écrit un livre « Guerre en chaîne », comme pour dire que c'est l'expression même de notre histoire. Et c'est vrai que notre histoire a été ponctuée par des guerres à répétition. Et comme vous le signalez, la paix, ce n'est que la non-guerre. Mais est-ce que c'est suffisant de dire qu'une table, c'est une non-chaise, qu'une voiture, c'est un non-cheval ? Cette ignorance de la paix que je rappelais dans une conférence à Conakry a été comment dirais-je, contestée par un étudiant guinéen qui m'a dit chez nous les Peuls, la paix c'est pas la non-guerre, la paix c'est la santé du groupe. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire que cet effort de donner une définition positive de la paix. Ce qui nous manque dans notre histoire triomphante, que l'on présente comme étant l'incarnation de l'universel, de la raison et du bien absolu, est une histoire qui a gommé l'idée de paix. Et quand on dit paix égale non-guerre, eh bien, comme on dit dans notre métier, on ne traite que la moitié du sujet. Parce que c'est vrai que la guerre est la négation de la paix, mais la paix va bien au-delà de la non-guerre. Vous avez cité le conflit palestinien, le conflit ukrainien, le conflit congolais, mais moi je dirais et l'insécurité alimentaire, et l'insécurité sanitaire, et l'insécurité climatique. C'est pas la non-guerre, tout ça. C'est la négation même des besoins fondamentaux de l'humanité. C'est la négation même de ce que le seul grand politiste que je connaisse dans l'histoire du monde, à savoir Aristote, appelait très sagement, il faudrait que vous l'invitiez la prochaine fois, appelait très sagement... Il est là ? Il est là. Oh, ah. Alors je vais me mettre à bafouiller si je sens qu'il est là. Ce qu'il appelait très sagement la coexistence. La coexistence, ça ne veut pas dire la juxtaposition. La coexistence, nous dit Aristote, c'est le zoon politikon, c'est-à-dire l'homme ou la femme, l'humain, est un être social, il ne peut pas vivre sans les autres. Et donc, la paix, c'est l'aménagement de cette coexistence utilitaire et proactive qui recouvre trois qualités que sont la reconnaissance, reconnaître l'autre, ça vous dit peut-être quelque chose par rapport au conflit israélo-palestinien, la parité, c'est-à-dire l'autre, c'est l'égal de moi, il n'est pas en dessous, comme disait cet horrible Jules Ferry, lui j'espère qu'il n'est pas dans la salle, alors pour le coup, et la troisième chose, c'est l'altérité, c'est-à-dire faire de l'autre, non pas la source d'une insécurité, ça c'est du Retailleau, mais faire de l'autre, au contraire, une source d'enrichissement. Faire de la différence la source d'un enrichissement. Donc vous voyez, c'est une problématique extrêmement large. Et j'avoue que j'ai été sidéré, je savais qu'on ne donnerait pas le prix Nobel de la paix à Trump, parce que quand même, le ridicule a ses limites, mais quand j'ai vu la dame qui a été récipiendaire à un temps de tant de souffrance, de tant de conflits, de tant d'insécurité humaine, de tant d'ONG et de militants, acteurs d'ONG qui perdent la vie sur des terrains de guerre, donner à une émulette de Trump le prix Nobel de la paix, je me suis dit, j'ai dû me planter dans mon bouquin et j'aurais dû écrire de l'art de la foire. Hein. Donc, vous voyez, il faut, vous avez tout à fait raison, arrêter les guerres, c'est prioritaire, mais arrêter la guerre,
c'est le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, ça appartient au langage martial et non au langage de paix. Ce que je trouve très intéressant pour prendre le fil de ce que vient de dire Bertrand Badi, c'est justement la réflexion que vous avez sur l'élargissement de la notion de paix. Là où je suis très perturbée et ce qui m'a amené à écrire mon livre, c'est que j'ai l'impression qu'on a vécu paradoxalement depuis 1945, en particulier en Occident, dans l'idée que la paix était un peu acquise et qu'on en avait fini des grands conflits et qu'on s'était un peu endormi. En fait, dans notre réflexion, qu'on avait oublié finalement de se méfier de certaines choses et qu'on prend en pleine figure, si j'ose dire, un retour de la guerre dans toute sa brutalité. Et j'ai eu l'idée, j'ai pensé à faire ce livre quand j'ai appris que la Russie attaquait l'Ukraine. Et honnêtement, je fais partie des gens qui ne s'y attendaient pas du tout. Jamais j'aurais pensé que Vladimir Poutine commettrait une faute de ce niveau. Et la première chose que j'ai pensé, bizarrement, peut-être pour vous, c'est l'ONU ne s'en remettra jamais. Je me suis dit c'est un désastre. J'ai évidemment pensé à ces pauvres Ukrainiens, mais je me suis dit l'ONU ne s'en remettra jamais. Et dans l'idée qu'on était, avec cette guerre, en train de franchir un pas dans une évolution qui a commencé il y a quelques décennies et qui est justement la relégitimation de la guerre. Notamment de la part des Occidentaux, à partir des années 1990, on a à rebours de ce qu'avait tenté de faire l'ONU en 1945, c'est-à-dire de délégitimer la guerre, de l'interdire, de la prohiber. Alors pas de l'empêcher, parce qu'évidemment il y a eu pas mal de conflits, ne serait-ce que des guerres coloniales depuis 1945, mais de la rendre plus compliquée, plus injustifiable, plus honteuse, dans la perspective petit à petit d'apprivoiser les logiques de guerre et de puissance. Et cette délégitimation de la guerre a, à mon avis, été arrêtée à partir des années 90 par l'arrogance des Occidentaux qui ont réhabilité la guerre comme un outil de politique étrangère normale, que ce soit au Kosovo, en Irak, en Libye, facilitant la tâche finalement à des gens comme Vladimir Poutine qui n'attendaient que ça, pour s'autoriser de manière décomplexée, comme on dit maintenant, à commettre tous les crimes possibles. Et l'objet de mon livre, c'est de dire que même si effectivement l'ONU est très imparfaite et qu'elle ne nous a pas, comme disait Henri Cabot-Lodge, préservé totalement de l'enfer, elle a quand même peu ou prou construit des choses en 80 ans qu'il ne faut pas jeter comme ça, d'un revers de la main. C'est une tentation aujourd'hui de jeter bébé avec l'eau du bain, sous prétexte que tout n'a pas marché comme on voulait, sous prétexte que certaines crises sont hors de contrôle, l'Ukraine, Gaza. Eh bien, il faudra en tirer la conclusion que rien de ce qu'on a fait depuis 80 ans n'a servi à rien, et qu'il faudrait tout balayer et tout recommencer. Et il y a des gens qui disent très tranquillement, c'est pas grave, les organisations internationales sont mortelles, l'ONU aussi, elle va mourir, on en fera une autre. Je ne crois pas qu'on arrive à faire aussi facilement que ça des organisations internationales qui, malgré tous leurs défauts, remplissent des fonctions très utiles. Et séquence émotion ou séquence danger, l'inénarrable Trump qui passe son temps à cracher sur l'ONU, et de manière extrêmement brutale et violente, a dit l'autre jour, après avoir obtenu son accord entre le Hamas et Israël, que l'ONU pourrait peut-être jouer un rôle, dites donc. Que maintenant que lui, il avait fait l'accord de paix, il allait confier à l'ONU un peu le service après-vente. Alors c'est évidemment pas tout ce qu'on pourrait imaginer à faire pour l'ONU, parce que en gros, dans la tête de Trump, si l'ONU doit exister, elle ne sera qu'une grosse agence humanitaire, c'est-à-dire privée de toute ambition politique, de régulation, de coopération internationale. C'est évidemment pas la vision que je défends, mais quelque part, peut-être, l'ONU n'a pas dit son dernier mot, et les organisations internationales qui sont menacées ne sont peut-être pas... leur sort n'est peut-être pas complètement jeté. Très bien. Pour revenir de façon plus précise sur vos ouvrages respectifs, je m'adresse d'abord à vous, Monsieur Bertrand Badi. Dans votre ouvrage L'art de la paix, vous proposez 9 vertus qui sont déclinées en 9 chapitres pour redéfinir la paix. Est-ce que vous pouvez nous en préciser peut-être un ou deux pour
Ce qui, selon vous... Ah ben, je ne vous donnerai pas les 9 parce que vous n'achèterez pas le bouquin après. Donc, la première, c'est pour ponctuer ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la première vertu, c'est remettre la paix à l'endroit, c'est-à-dire faire passer la paix avant la guerre, et dire enfin que la guerre est la non-paix plutôt que la paix est la non-guerre. C'est très très important. Et comprendre tout ce que la paix recèle de capacité pour assurer ce que Aristote appelait le bonheur de l'humanité. Et effectivement, si vous regardez bien les Nations Unies, vous voyez qu'il y a une composante, je dirais, un peu classique, traditionnelle, guerre et paix autour du Conseil de sécurité, mais il y a tout un multilatéralisme social, moi qui m'impressionne beaucoup plus que le Conseil de sécurité. Et là, je voudrais en profiter pour rendre hommage à une de mes idoles, qui est Kofi Annan, qui avait dit de manière très claire, et je me rappelle, j'avais emmené mes étudiants à New York au Conseil de sécurité, et Kofi Annan leur avait dit « Je n'ai plus rien à espérer du Conseil de sécurité, je sais que j'aurai toujours face à moi l'argument de puissance. Le Conseil de sécurité, retenez bien ça, c'est beaucoup plus un concert de puissance qu'un multilatéralisme, d'abord, c'est le congrès de Vienne 1815 prolongé, mais je peux contourner le veto des puissances, dans les deux sens du terme veto, à travers le multilatéralisme social, c'est-à-dire en faisant de l'OMS, de la FAO, de l'UNICEF, du Haut Commissariat aux réfugiés, du PNUD, organismes formidables, les vecteurs de la réalisation de cette paix humaine, c'est-à-dire cette satisfaction des besoins fondamentaux de l'humanité. Et donc, la deuxième vertu que je voudrais vous présenter en un mot, c'est justement cette mise à la page institutionnelle. Il faut que vous compreniez que nous n'avons toujours pas vraiment inventé le multilatéralisme. Vous savez, quand Wilson, le père fautif du multilatéralisme, a proposé son plan à Versailles, le chef de la délégation britannique, le Premier ministre Lloyd George, a eu cette phrase tout à fait révélatrice. Ah, je vous la traduis, parce qu'il n'y a pas de sous-titres. Je vois, vous voulez restaurer le concert de puissance. Lloyd George avait en tête justement le congrès de Vienne, le concert de puissance qui avait animé tout le 19e siècle, et c'est effectivement ce que Wilson voulait, c'est-à-dire Wilson, obsédé par la théorie constitutionnelle du balance of power, de l'équilibre de puissance, avait considéré que la paix se gagnait par un jeu d'équilibre de puissance. Aujourd'hui, la paix, ou plus exactement la solution des conflits, c'est beaucoup plus compliqué. Elle n'est plus dans la main des puissants, voilà. Donc il faut renouveler profondément le système onusien pour en faire un vrai multilatéralisme, c'est-à-dire un organisme dans lequel chacun a sa voix, où la sécurité n'est pas seulement conçue dans son sens ancien, mais dans le sens large que je donnais tout à l'heure. Vous savez, quand au Conseil de sécurité des Nations Unies, on a proposé de discuter de la sécurité climatique, le représentant de la Russie, un homme particulièrement antipathique, je ne sais pas si vous voyez sa tête, M. Vassili Nebenzia, a dit non seulement parler de sécurité climatique dans cette enceinte est inutile, mais contre-productif. Vous vous rendez compte ? Ce refus d'ouvrir la notion de sécurité, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, même les guerres dépendent de l'insécurité climatique, de l'insécurité alimentaire, de l'insécurité sanitaire, etc. Et puis la troisième vertu que je verrai, c'est, ça j'y tiens beaucoup, c'est la paix par l'éducation. Notre système éducatif, et pas seulement en France, un peu partout dans le monde, enseigne la guerre, il n'enseigne pas la paix. Dès que vous êtes dans le primaire,
on vous enseigne Vercingétorix, qui est né sous Louis-Philippe, qui est chinois un soir à Ronceau, vous connaissez cette histoire. On vous parle de Louis XIV, on vous parle de Napoléon, mais est-ce qu'on vous parle jamais des femmes et des hommes de paix? Qui connaît... Bertha von Suttner. Pardon? Bertha von Suttner. Par exemple, sur laquelle il va y avoir un très beau colloque à La Haye au mois de... Ah, très bien, ben, peut-être que moi... Bertha von Suttner, voilà. Très grande pacifiste du 19e siècle. Qui la connaît? Ouais. Qui connaît l'abbé de Saint-Pierre? Qui n'était pas plus abbé que moi, mais qui est quand même l'homme en France, il était de Cherbourg, hein, mais ça ne l'empêche pas d'être quelqu'un de brillant. Oui, ma femme est normande. Qui connaît véritablement l'homme, l'abbé de Saint-Pierre, qui a inventé la notion de paix perpétuelle? C'est pas Kant. Kant, il l'a piqué à l'abbé de Saint-Pierre. L'abbé de Saint-Pierre, c'était le diplomate qui avait négocié les traités d'Utrecht et de Rastatt. Bon. Qui connaît Léon Bourgeois? Lui qui avait un plan sur le multilatéralisme autrement plus multilatéral que Wilson, et qui avait pressenti les effets de la mondialisation comme contrainte dans la redéfinition de la paix. Qui, dans le primaire, entend parler de Nelson Mandela, de Martin Luther King, du Mahatma Gandhi, et on pourrait ainsi continuer. Et l'autre voie, c'est apprendre l'histoire de l'autre, la culture de l'autre. Moi, quand en amphi d'une maison aussi intelligente que Sciences Po, je parle des empires Tang, Song, Wei, Han, les étudiants croient que j'ai une canne de tout, ils posent leur stylo. Personne ne connaît l'histoire multimillénaire de la Chine. Et pourtant. C'est clair. Ouais. Et qui connaît l'histoire précoloniale de l'Afrique? Il y a même un personnage que vous reconnaîtrez peut-être, mais qui n'est plus tellement dans les pages internationales des journaux, mais plutôt dans les chroniques judiciaires, qui, en 2007, avait dit à Dakar, « L'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. » Mais mon vieux, c'est parce que tu ne connais pas l'histoire. Je veux dire, l'histoire africaine, elle est bien plus vieille que toi. Eh bien, quand vous ne connaissez pas l'histoire de l'autre, quand vous ne connaissez pas la culture, la littérature de l'autre, l'art de l'autre, instinctivement vous le méprisez, et de ce mépris dérive l'agressivité et la guerre. C'est tout. Moi, le prix Nobel de la paix, je l'aurais donné à quelqu'un de discutable de bien des points de vue, mais à Pablo Picasso. Pourquoi? Parce que Picasso, un jour, rend visite à son copain Derain et voit un masque africain. Et Derain lui dit, regarde, c'est presque... Non, Picasso dit, oh, c'est presque aussi beau que la Joconde. Et Vlaminck, qui était là, dit, non, c'est plus beau que la Joconde. Et le génie pacifique de Pablo Picasso, c'est d'avoir intégré l'art de l'autre, de l'avoir respecté, de l'avoir compris, de l'avoir intégré pour s'enrichir et produire les Demoiselles d'Avignon, qui sont le résultat de cette synthèse. Voilà, alors il y en a d'autres, hein, mais les autres, vous le trouverez chez votre libraire. Ouais. Quant à vous, Madame Anne-Cécile Robert, dans votre ouvrage Le défi de la paix, vous analysez comment les crises actuelles remettent donc en question l'ordre mondial établi en 1945, c'est ce que vous avez dit plus tôt. Pourriez-vous peut-être nous expliquer le rôle central de ces organisations internationales et pourquoi leur renouvellement et réformes sont essentiels, surtout pour maintenir le débat et le dialogue entre les États? Alors, les organisations internationales sont le phénomène majeur du XXe siècle, en fait. Jusqu'au XIXe, comme vous le savez, les relations internationales étaient intermittentes. Quand les États avaient quelque chose à se dire, ou quand après une guerre, ils avaient besoin de sceller la paix, ils convoquaient une conférence, ils réglaient leurs problèmes, ils signaient un traité, et après tout le monde rentrait chez lui. L'intérêt des organisations internationales qui se sont développées au XXe siècle, c'est de créer des cadres permanents, avec des règles du jeu qui sont écrites, donc qui sécurise les États. La charte de l'ONU, c'est comme un contrat que les États se sont donnés, et donc de fixer un cadre, des règles, pour que les relations internationales s'organisent, et si possible, dans le cas de l'ONU, qu'elles aboutissent à rapprocher les points de vue et à creuser la coopération internationale.
à ce que les États, les acteurs internationaux discutent et construisent, signent des accords et construisent des programmes ensemble, des actions ensemble. Et là, je suis moins sévère que Bertrand Badi. Je pense que le multilatéralisme, il a quand même globalement fonctionné en 80 ans. Des centaines de traités ont été signés, des centaines de programmes ont été mis en œuvre, des milliards de tonnes d'aide humanitaire ont été déversées grâce à des instances multilatérales. Donc il y a eu une efficacité quelque part du multilatéralisme, et même au moment très critique que nous vivons aujourd'hui, il continue de fonctionner. C'est-à-dire l'ONU a adopté l'année dernière le premier grand traité sur les océans. Il y a des groupes de travail en ce moment sur l'intelligence artificielle qui sont dans le cadre de l'ONU en train de réfléchir notamment au transfert des richesses entre les pays riches et les pays pauvres. Le Conseil de sécurité continue d'adopter plus de 40 résolutions par an. Donc il est paralysé sur des dossiers spectaculaires comme l'Ukraine et Gaza, mais sur d'autres, il est toujours là, même sur certains dossiers africains, il a renouvelé le mandat de la FINUL. Donc il se passe des choses en ce moment, et on voit même à l'intérieur de l'ONU une espèce de renouvellement du multilatéralisme classique. Par exemple, à l'intérieur du Conseil de sécurité, qui est dominé par le club des 5 grands, qui avec leur veto peuvent bloquer pas mal de choses, on voit s'organiser les 10 membres non permanents, dans le cas de ce qu'on appelle le E10, et qui, depuis quelque temps, arrivent à faire pression sur les permanents. Alors pas toujours, hein, puisque là, on est dans un abus du veto par exemple les Russes et les Américains, mais on a eu plusieurs cas où la pression du E10 a fait bouger les gros. Par exemple, à la fin de la guerre de Syrie, c'est le E10 qui a imposé à la Russie, qui n'arrêtait pas de mettre son veto pour protéger Bachar el-Assad, l'ouverture d'un point de passage pour que l'aide humanitaire entre en Syrie. Et récemment, c'est le lien entre le E10 et l'Assemblée générale qui a fait créer cette nouvelle obligation pour les titulaires du veto, qui est de venir s'expliquer quand ils l'utilisent. Vous savez que les États, jusqu'à présent, les États titulaires du veto, utilisent tous leurs moyens pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc si vraiment ça servait à rien, ils regarderaient ailleurs, ils ne dépenseraient pas autant d'énergie. Là, au contraire, il y a des batailles rangées à l'ONU entre les Russes, les Chinois et les Américains pour obtenir que certains pays votent dans tel ou tel sens. Donc ce cadre multilatéral, on en a encore besoin. Et là, je sais pas, on peut peut-être aussi avoir une discussion, le professeur Badi et moi-même. Je partage sa vision que les États sont plus tout seuls. Effectivement, il y a des mouvements sociaux transnationaux, il y a des choses qui dépassent le cadre des États, mais malgré tout, dans ce cadre-là, les États conservent un rôle fondamental. Ils restent, à mon avis, toujours à la manœuvre, pas partout, pas tout le temps, mais ils restent quand même à la manœuvre. Il faut encore compter avec eux, qu'on en pense du bien ou qu'on en pense du mal. Et par exemple, pour prendre juste un exemple et poursuivre la discussion, la pandémie de Covid-19, phénomène transnational s'il en est, les pandémies ne connaissent pas de frontières, a vu une complète localisation de sa gestion. C'est-à-dire c'est les États ont fermé les frontières, les vaccins c'est une bataille entre États, on a vraiment, alors qu'on avait un phénomène transfrontalier, on a eu une affirmation de la puissance et du rôle des États, du point de vue sanitaire, même du contrôle des frontières. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a toutes les peines du monde à maintenir ouvertes les frontières du marché commun pour que les camions continuent de passer, parce que les États fermaient les frontières sans tenir compte les uns des autres. Donc on est dans un moment où, et même peut-être pour aller plus loin et discuter avec Bertrand Badi, j'ai même l'impression qu'on a un retour de l'État. C'est-à-dire qu'on a eu, je sais qu'on n'est pas d'accord sur ça, que c'est très intéressant, on a eu une période d'affaiblissement, j'ai l'impression que l'État revient, et comme on dit dans les mauvais films, il revient et il est en colère. Ce qui n'empêche pas, là je suis d'accord avec vous, ayant participé à la fondation d'Attaque et du mouvement altermondialiste il y a 25 ans,
j'ai parfaitement conscience de l'importance de ces mouvements transnationaux, de Black Lives Matter, etc. Mais j'en mesure en même temps toutes les limites. Alors il y a peut-être un équilibre, peut-être, mais j'ai l'impression que l'État n'a pas dit son dernier mot et que même il va se réaffirmer dans le monde que nous vivons aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, peut-être. Oui, alors c'est un débat de fond, effectivement. Quelques éléments. Vous savez que depuis 1945, il y a 500 guerres dans le monde. C'est à peu près autant qu'il y en avait de la paix de Westphalie jusqu'à 1945. Bon, c'est dû en partie à l'augmentation du nombre d'États, bien entendu. Mais ce chiffre, je le tiens du meilleur institut au monde pour ces questions, qui est le PRIO, Peace Research Institute of Oslo, et qui nous dit que entre 2 tiers et 3 quarts de ces 500 conflits sont intra-étatiques. Intra-étatiques. C'est-à-dire que le modèle de guerre, tel qu'il a été exposé par Thomas Hobbes dans le Léviathan, qui nous présentait les souverains, il ne disait pas encore État, comme étant entre eux comme des gladiateurs. C'est-à-dire cette idée que le système international tourne autour de confrontations interétatiques. Elle a fonctionné, je dirais, intellectuellement et pratiquement jusqu'en 1945. Monsieur, veuillez fermer votre téléphone portable, il doit être éteint, et ce jusqu'à l'arrivée à notre point de stationnement. Merci. Oui, prenez-le avec votre stylo bille, c'est moins gênant pour l'orateur. Et donc, il faut comprendre que ce phénomène nouveau de conflit intra-étatique, il n'a pas de thérapeutique dans notre système international tel qu'il est conçu, dans notre droit international tel qu'il est conçu, et dans notre système multilatéral tel qu'il est conçu. C'est-à-dire, comme je le disais brièvement tout à l'heure, tout est pensé en fonction de la compétition de puissances interétatiques. Or, la guerre s'est retournée. Ce n'est plus une confrontation de puissance, la guerre est de plus en plus une confrontation de faiblesse. Et cette faiblesse tient à la décomposition des sociétés. Et vous ne pouvez véritablement traiter ces conflits qu'en les envisageant comme un phénomène social beaucoup plus que comme un phénomène interétatique. Ça n'empêche pas les puissances de mettre la main dans l'affaire, de manipuler les acteurs, d'intervenir, etc. Mais quand on est face à un conflit, c'est comme lorsqu'on est en face d'une maladie, c'est-à-dire il faut savoir la soigner à la racine. Et la racine des conflits aujourd'hui, ce n'est plus la puissance des États, c'est pour ça que je pense que les États se décomposent, mais c'est quelques 60, 80, il y en a qui vont jusqu'à 100 États en décomposition, ce qu'on appelle les failed states, les quasi-states. Il y a une trentaine d'années, le délégué vénézuélien au Conseil de sécurité, M. Aria, a dit bah oui, on ne va pas s'en sortir en négociant entre États des choses qui renvoient à des réalités infra-étatiques. Et il a dit moi je propose qu'on auditionne les acteurs non étatiques. Alors les acteurs non étatiques, c'est le M23 au Kivu, c'est le Hamas en Palestine, on pourrait continuer ainsi. Et ça n'a jamais fonctionné. Résultat, vous avez raison. Je vous l'accorde volontiers, le Conseil de sécurité prend des résolutions sur résolutions, mais quel est le conflit que le Conseil de sécurité depuis 1945 est réellement réussi à résoudre? C'est quand même un problème. Alors, moi je n'ai jamais dit que du coup le multilatéralisme est à jeter. Au contraire, tout à l'heure je faisais l'éloge de ce multilatéralisme social, et Annan disait bah, c'est la façon de s'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours considéré que l'ONU c'était comme le cholestérol. Il y a le bon cholestérol, le mauvais cholestérol. La bonne ONU, c'est le multilatéralisme social. La mauvaise ONU, celle qui tue, c'est le Conseil de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il utilise le langage de la puissance pour régler des problèmes qui n'ont plus rien à voir avec la puissance. Et la raison pour laquelle je ne crois pas au retour de l'État, c'est parce que, précisément, le ressort de la puissance est cassé. Pourquoi la guerre a fait l'histoire des relations internationales ? Tout simplement parce que la guerre était
le processus constant de rééquilibrage des puissances, du fameux balance of power. Bon. Et le plus puissant et le plus rusé, nous explique Machiavel, était le vainqueur. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les 500 guerres en question, dans 80% des cas, il n'y a pas de vainqueur. Rebondir, comme on dit maintenant. C'est curieux cette expression, rebondir sur un propos. Un exemple de conflit résolu par le Conseil de sécurité, la guerre Irak-Koweït de 1990. Et la plupart des conflits finissent sur la table du Conseil de sécurité. Et il y a eu des cas, alors c'est souvent peu spectaculaire, donc c'est pas remarqué, où l'ONU a joué un rôle dans la fin de certains conflits. La crise des missiles de Cuba, en 1962, c'est en partie résolue dans les couloirs de l'ONU, grâce à Utan, le secrétaire général. C'est peu connu, mais c'est assez bien établi. Je vous donnerai de la documentation là-dessus. C'est une histoire que j'ai bien étudiée. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de rappeler. On dit souvent l'ONU est bureaucratique, etc. Mais l'ONU a inventé en fait la société civile. Le statut d'ONG, organisation non gouvernementale, a été inventé par le Conseil économique et social de l'ONU pour justement permettre la consultation des associations et leur permettre de participer aux discussions internationales. C'est dans les années 50. C'est l'accréditation, Voilà. C'est pas le statut. Oui, c'est l'accréditation. C'est-à-dire, je suis obligé d'accepter leur existence. Voilà. Ce qui est l'inverse. Mais c'est intéressant que l'ONU, qu'on dit fermée sur les États, et en fait le très tôt... Conseil de sécurité. Non, là, le Conseil économique et social. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Ah, voilà. Moi, le problème, c'est le Conseil de sécurité. Non, mais ce que je le souligne... Conseil de sécurité, il ne supporte pas que les ONG mettent les pieds, même un orteil, chez eux. Mais depuis le début, ce que je voulais dire, c'est que depuis le début de l'ONU, ce qu'on appelle, entre guillemets, la société civile, est associée au fonctionnement international. Et c'est important de le dire. À l'ECOSOC, mais pas au Conseil de sécu. Après, je suis d'accord, évidemment, avec vous sur l'existence et l'importance de ces mouvements transnationaux et de ces phénomènes culturels, mais je ne leur accorde pas la même portée. Et souvent, il y a effectivement beaucoup de conflits qui sont intra-étatiques, mais souvent pilotés de l'extérieur par des États. Et il y a souvent des phénomènes transnationaux comme les cyberattaques, qui sont pilotés par des États, comme la Corée du Nord, comme la Russie. Souvent, il y a un État derrière. Et souvent, la première aspiration d'un mouvement, entre guillemets, transnational, je vais prendre un exemple horrible, c'est de créer un État. Je pense à Daesh. Premier truc qu'ils veulent faire, c'est créer un État. Et des conflits interétatiques, en Afrique, il y en a par personne interposée. Et il y a renaissance des conflits de frontières, et je ne pense pas que ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine soit un hasard. Je pense que c'est le signal d'un retour de conflits dont je suis d'accord avec vous pour dire qu'ils sont archaïques, pour des questions de territoire, de frontières, parce que, et là je diverge de vous, je pense qu'on est face à un mouvement de relocalisation et de reterritorialisation dans tous les domaines, y compris le capitalisme, qui s'est transnationalisé énormément depuis une quarantaine d'années et que ça s'est accéléré à partir des années 90, mais il est en train de se reterritorialiser et on le voit bizarrement dans les rapports qu'entretient l'inénarrable Trump avec les GAFAM. C'est-à-dire les GAFAM qui sont supposés être tout-puissants, faire tout ce qu'ils veulent, imposer tout aux États, ils sont allés à genoux devant Trump pour réclamer son soutien et son aide, et toutes ces GAFAM ne pourraient pas fonctionner sans des commandes étatiques. Donc à chaque fois, il y a un État derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de pureté, il n'y a pas de pureté des mouvements transnationaux, en fait. Mais attention, et l'État... les mouvements transnationaux, c'est qu'un morceau de l'histoire. Oui. Quand je parle de l'appropriation sociale, c'est-à-dire les enjeux sociaux deviennent plus déterminants que les enjeux politiques dans les conflits. Vous n'allez pas me dire, par exemple, que la désertification au Sahel, vous savez qu'au Sahel, la désertification, elle augmente de 10 cm par heure. Et c'est véritablement la source même du conflit sahélien. Beaucoup plus que les djihadistes ou je ne sais quoi, qui en profitent, qui sont des entrepreneurs de violence. Bon, la désertification au Sahel, c'est pas une manipulation du FSB ou de la CIA. C'est un phénomène qui est lié à l'insécurité humaine, c'est-à-dire justement au peu de considération portée à ces paramètres sociaux.
vous donnez l'exemple du GAFAM, mais moi je pourrais vous donner plusieurs contre-exemples. Ce qui a complètement bouleversé la donne Israël-Gaza, c'est quoi? C'est Microsoft qui exige maintenant d'Israël qu'il revoie complètement ses contrats parce que il y a une pression sur Microsoft absolument énorme pour freiner le soutien apporté par différentes compagnies multinationales. Il y a une pression très forte sur les multinationales venant de la société pour remettre en cause les contrats passés avec les États. Ça, c'est un phénomène important. Quand maintenant M. Trump, au nom de l'obsession politique, a voulu manipuler les tarifs douaniers, il s'est planté. Et c'est la réaction de l'économie et des structures économiques mondiales qui a fait échouer ce projet. Et on pourrait ainsi continuer. Le problème, ce n'est pas le transnational. Le problème, c'est qu'on est dans un monde de visibilité, on est dans un monde d'information, on est dans un monde de sensibilité et de déficit et de décomposition institutionnelle. Et donc, le jeu social vient peu à peu animer les formes nouvelles de conflictualité. Alors, bien sûr qu'il y a des réactions étatiques. Poutine, c'est quoi? Poutine, c'est l'homme qui, le premier, a dit « Make Russia great again ». C'est-à-dire, c'est le Trump russe, c'est l'homme qui mise sa carrière politique sur la recomposition de la puissance russe. Mais ça a donné quoi? Que la résilience sociale ukrainienne a mis en déroute cette volonté d'un homme qui espérait être à Kiev en 3 jours. Là, ça, je ne suis pas sûre. Ah bah oui, au bout de 3 ans et demi, la 3e armée du monde, la première puissance nucléaire ex aequo, si vous voulez, du monde, n'a pu conquérir que 18% du territoire ukrainien, et encore c'était une partie déjà conquise par les milices pro-russes qui étaient installées dans le Donbass. Donc, que peut la force d'État aujourd'hui? Que peut la force d'État aujourd'hui? Regardez, 52 interventions militaires françaises en Afrique, et quel a été le résultat? Je vous trouve optimiste. Oh non, je vous trouve optimiste. Je crains que l'histoire russo-ukrainienne ne soit pas encore terminée. Je vous trouve optimiste. Pourquoi pas, donc, si c'est optimiste, de voir qu'au bout de 3 ans et demi, ils n'ont pas pu mettre un orteil en avant. Si, malheureusement, ils ont compris 20% du territoire ukrainien. C'est quand même, ça valide, même si effectivement, ils sont ridicules compte tenu de leur force. Exactement. Mais ça veut dire, ça veut dire quelque chose de très important. Le rapport de puissance, le rapport de force dont on nous bassine tant, n'a plus de signification aujourd'hui. Le canon est capable contre le canon, il n'est pas capable contre l'énergie sociale. Je pense que ça, il faut le comprendre. Tel que vous le dites, c'est trop général. Hein. Je ne suis pas contre, mais c'est plutôt la défaite des généraux que trop général. C'est trop, c'est trop radical. Je pense qu'il y a effectivement. Je suis un radical. Il y a effectivement des éléments qui font, et c'est tant mieux, que la force brute l'emporte pas toujours, mais elle est quand même un élément extrêmement important. Ah mais attendez. Et quand vous avez cité le climat, il faut se rappeler quand même que tout ça ne vient pas du hasard. C'est bien des logiques politiques qui sont derrière tout ça. Donc il y a ce que je veux dire par là, c'est que il y a un besoin de repolitiser les enjeux, avec des catégories et des débats politiques. Je ne crois pas que le social résume tout. Il y a des mouvements sociaux, oui, etc. Sûr. Mais il faut repolitiser, c'est-à-dire recréer des catégories de débats avec des visions d'intérêt général qui vont se confronter de manière à ce que déjà les démocraties fonctionnent. Les démocraties ne peuvent pas fonctionner sans vie politique, sans catégorie politique. Donc il faut bien qu'à un moment donné, le social et l'économique soient pris en charge par le politique pour qu'on puisse à un moment donné avoir des mécanismes de légitimité et de décision. Et c'est ça qui est, à mon avis, en manque. Si on fait disparaître le cadre étatique, on n'a plus de cadre pour faire de la politique, en fait. Alors, et plus de cadre pour faire de la démocratie non plus. Attendez, 2 choses. La première, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous. La force
la puissance est de plus en plus destructrice. C'est-à-dire, jamais les guerres n'ont été aussi destructrices. Jamais les guerres n'ont été aussi coûteuses. Ça, on l'oublie, mais vous savez, la guerre d'Afghanistan a coûté 1 000 milliards de dollars aux États-Unis. Hein. Bon. Jamais, donc, effectivement, la puissance n'a mobilisé autant de ressources et n'a causé autant de destruction. Ça, c'est documenté, il faut le savoir. Mais, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, la puissance peut détruire, mais elle ne sait pas construire. Il y a un découplage entre la puissance et la production de l'ordre international, de l'ordre politique, national et international. C'est ça la grande rupture. Autrefois, quand vous faisiez une guerre, vous l'avez fort bien décrit tout à l'heure, quand on se faisait une guerre, eh ben, le vainqueur définissait les conditions d'un ordre régional ou international qui lui était plus favorable. Ça, c'est fini. D'abord, je vous signale que depuis 1856, il n'y a plus de traité de paix. Hein, Versailles, c'est une négociation entre vainqueurs. La Seconde Guerre mondiale, il n'y a rien eu du tout. Et tout le monde rigole des soi-disant accords de paix, l'accord d'Alger sur le Sahel en 2015 ou l'accord d'Arusha sur le Rwanda qui a précédé de quelques mois le génocide que nous connaissons. Donc tout ça, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire cette coupure, cette dissociation entre la puissance et l'ordre. Alors, on se retrouve à la sortie, c'est-à-dire effectivement, mais ça, comment pourrais-je dire autrement, on a besoin du politique pour définir cet ordre. Sauf que ce politique ne transite plus uniquement ni principalement par la puissance, mais ne peut se reconstituer qu'à partir d'une réflexion sur la coexistence, et la notion de coexistence me paraissant beaucoup plus pertinente que celle de démocratie. Parce que la démocratie, c'est un régime qui ne qualifie qu'une minorité d'États, alors que la coexistence, tous les États en ont besoin. Alors, je ne dis pas que les États vont disparaître, mais ils vont être obligés de se recomposer en fonction de ces dynamiques sociales nouvelles. C'est la raison pour laquelle je saute de joie sur ma chaise quand je vois la Gen Z se mobiliser. Allez-y, mobilisez-vous. Allez virer Jules Ferry du Panthéon, par exemple. C'était une des dernières questions. C'était quel conseil donneriez-vous aux jeunes étudiants que vous avez devant vous? Oui, je ne sais pas si on peut donner des conseils, ça fait toujours un peu vieux con. Mais, alors, moi, je vais y aller parce que j'ai de la réserve. Je vous dirais de vous intéresser beaucoup à l'histoire. Je pense que l'histoire est la connaissance de l'histoire qui a été un peu réduite sur les plateaux télé à des anecdotes, hein, l'histoire façon Stéphane Bern, à ce qu'on était bien dans les chaumières, etc. L'histoire, la vraie, celle des mouvements sociaux, celle des peuples, celle des cultures, elle est riche d'enseignements et elle commande un peu notre présent. L'une des caractéristiques, à mon avis, de notre époque, c'est qu'on renoue avec une histoire longue. On a été, au XXe siècle, un peu dans une parenthèse. C'était lié en partie à la guerre froide, qui avait un peu anesthésié les grands mouvements de l'histoire au profit d'une bataille idéologique un peu artificielle, à mon goût, entre les soviétiques et les américains. Et là, on renoue avec l'histoire longue et on voit d'ailleurs des États qui s'affirment et des peuples qui veulent reprendre tout simplement le fil de l'histoire, avoir leur propre espace. Longtemps, le monde a été dominé par les Occidentaux. Il n'y a aucune raison que ça continue. Et en renouant avec l'histoire longue, eh bien, on ouvre un espace pour que les peuples africains reprennent le fil de l'histoire, pour que l'Asie s'affirme et que peut-être les relations internationales soient plus vraies, puisque chacun sera un peu plus en accord avec ce qu'il est. Donc voilà, se plonger dans l'histoire. Alors il nous reste. Moi je peux peut-être donner mon message du coup. Ah oui. Oui, réservé aux vieux cons. Écoutez, je pensais que vous l'avez dit. Je me mettais dans le lot. Non, ce qui est important, et ça vraiment, je vous le dis sous forme d'une supplique, soyez de votre temps.
montrer à ceux qui nous dirigent qu'ils ne sont plus de leur temps. Vous êtes de l'époque, j'ai lu un formidable article d'un sociologue maghrébin qui traitait de la Gen Z et du narratif de la Gen Z sur le conflit palestinien. L'article est absolument remarquable. Et on comprend là que ce qui est la force de votre génération, c'est de pouvoir témoigner de ce qu'est votre temps, c'est-à-dire un temps de communication, un temps de visibilité. Vous savez, moi j'appartiens à une époque où on ne savait pas ce qui se passait dans le monde, ou alors il y avait une dépêche d'agence et puis une photo en page 4 du quotidien. Mais avec les réseaux sociaux, vous voyez, vous parlez, vous échangez, vous interagissez, vous êtes dans le monde. Et nous avons des dirigeants qui, eux, appartiennent à la génération contraire, c'est-à-dire à cette génération d'après-guerre ou de guerre froide, effectivement, qui est celle de la frontière, de la nation, du territoire, des intérêts nationaux, de la bureaucratie, etc. Moi, la chance énorme de votre génération, c'est que vous êtes la première génération dans le monde. Vous êtes dans le monde. Et ça, vous avez réussi d'un certain point de vue. Moi, je pense que la manière dont s'est comportée la jeunesse face justement au conflit palestinien, c'est-à-dire pourquoi finalement M. Netanyahou a dû céder, eh bien, c'est parce que Trump lui a tordu le bras. Pourquoi Trump lui a tordu le bras ? Parce que ce qui se passait dans les campus universitaires, ça l'affolait.